Merci Didier. Donc je vais poursuivre cette session sur la question de la relation entre tabac, donc la consommation de tabac, et l'anxiété. Alors, pour introduire peut-être cette question, il me semble important de revenir juste un instant sur la question plus générale des comorbidités dans le champ de la santé mentale. Donc vous voyez ici des données issues de grandes études épidémiologiques en population adulte américaine, qui sont issues de l'étude NCS, National Comorbidity Survey. Et nous voyons donc les prévalences sur la vie entière des différents troubles psychiatriques. On peut voir donc que les troubles anxieux sont en effet fortement représentés. Mais ce que nous apprennent aussi cette étude, c'est que ces troubles psychiatriques, globalement, sont très fortement co-occurrents, puisque nous voyons que plus de 50% des sujets qui vont présenter un trouble psychiatrique dans la vie entière vont également répondre aux critères pour un deuxième trouble psychiatrique. Ce que nous apprennent également ces données, quand on s'intéresse à la question de la prévalence sur les 12 derniers mois, donc là, on voit que, là encore, sur les 12 derniers mois, il existe une très forte co-occurrence, mais que cette co-occurrence est directement liée à des éléments de sévérité dans l'expression des différents troubles. Donc on a une relation entre ces questions de comorbidité qui sont finalement relativement fréquentes et la sévérité de l'expression finalement de ces troubles psychiatriques. Et donc on peut se poser la question maintenant, est-ce que ces différents éléments peuvent également s'appliquer dans le domaine de la consommation de tabac ou de la dépendance au tabac? Alors, sur ce tableau, cette diapositive, ce sont les résultats d'études, là encore, NCS, qui évaluent la prévalence de la consommation de tabac parmi les sujets présentant différents troubles psychiatriques. Donc on peut déjà noter que dans ces données, on parle de consommation de tabac. Donc il n'est pas notion d'addiction au tabac et il n'est pas non plus notion, comme cela a été évoqué à l'instant, de notion de quantité d'exposition. Donc ça c'est bien sûr une limite un petit peu de ces données. Donc sur la consommation de tabac sur les 12 derniers mois, la prévalence donc, parmi les sujets qui ont globalement un trouble psychiatrique, donc on voit que c'est une prévalence chez les sujets qui ont un trouble psychiatrique qui est relativement élevée, puisqu'on a 40% de sujets qui rapportent des consommations de tabac. Et quand on s'intéresse à la question des troubles anxieux, on est sur des prévalences de consommation de tabac qui sont autour de 38%, avec des prévalences qui peuvent varier en fonction des différents troubles anxieux et des prévalences qui sont plus élevées, par exemple, pour le trouble panique, l'agoraphobie ou le trouble anxiété généralisée. On va retrouver des prévalences autour de 42-45%. Alors, à l'inverse, maintenant, si on s'intéresse à la prévalence des troubles anxieux parmi les sujets fumeurs actuels, alors ici, ce sont les données issues encore de l'étude NCS et également d'une étude australienne. On trouve des prévalences de troubles anxieux actuels, je suis désolée, je n'ai pas de pointeur, qui sont élevées puisqu'elles varient entre 23% pour l'étude NCS et 22% de troubles anxieux pour l'étude australienne. Donc on a vraiment là des données qui montrent une forte co-occurrence, une forte association de prévalence, consommation de tabac, troubles anxieux. Alors si on s'intéresse maintenant au profil de sévérité de ces patients, les données de la littérature nous montrent que le profil de consommation de tabac va être plus sévère lorsqu'il existe une comorbidité anxieuse, donc à travers différents indices, des quantités de cigarettes fumées quotidiennes qui sont plus élevées, des niveaux de dépendance qui sont plus sévères et globalement plus de difficultés vis-à-vis de l'arrêt du tabac. Mais quand on regarde dans l'autre sens, il existe également des corrélations entre les niveaux d'anxiété et la consommation de tabac, c'est-à-dire que globalement, les sujets qui présentent un trouble anxieux fumeur vont avoir des niveaux d'anxiété plus élevés
que les sujets qui ont un trouble anxieux mais qui ne sont pas fumeurs. Et cela a été regardé pour différents troubles anxieux, comme le trouble panique, le trouble anxiété généralisée et l'agoraphobie. Donc on a une relation de sévérité qui semble aller dans les deux sens, avec une synergie un petit peu des interactions. Donc plus de sévérité à la fois côté consommation de tabac et plus de sévérité également au niveau de l'expression clinique finalement du trouble anxieux. Alors quand on s'intéresse à la question des co-occurrences ou des comorbidités, on peut s'interroger du coup au sens de cette association, et quand on s'intéresse à ça, il y a très souvent trois grandes hypothèses donc, qui sont énoncées. La première hypothèse que vous connaissez est l'hypothèse d'automédication, qui donc va postuler que le trouble anxieux est un trouble initial, primaire, qui va constituer un facteur de risque pour la survenue ultérieure donc, de consommation et d'addiction. La deuxième hypothèse qu'on peut énoncer est l'hypothèse des symptômes induits, avec à l'inverse l'idée que la consommation de tabac serait initiale et serait capable d'induire par ses effets des symptômes et des troubles anxieux, ou bien également d'exacerber des symptômes psychiatriques ou des symptômes anxieux chez des sujets qui ont déjà préalablement un trouble anxieux. Et enfin, une troisième hypothèse qui se décale de liens de causalité directe, qui est que ces différents troubles vont développer des interactions synergiques, mais vont être mieux expliqués par un troisième facteur, donc qui est un facteur commun de vulnérabilité, qui peut être un facteur individuel ou un facteur environnemental. Donc, pour tester ces différentes hypothèses, il est nécessaire donc, de mettre en place des études longitudinales, prospectives, et d'évaluer si le trouble AT1 va être capable de prédire et d'expliquer le second trouble qui peut survenir donc à T2. La difficulté, bien sûr, dans ces études longitudinales est de pouvoir essayer de contrôler au mieux l'ensemble des facteurs de confusion qui peuvent éventuellement influencer sur la survenue du risque ou du trouble AT2. Alors, par rapport à la première hypothèse un petit peu d'automédication, il y a l'étude NCS est une étude qui a fait NCS a fait un suivi longitudinal sur 10 ans et a tenté en tout cas de contrôler au mieux différents facteurs de confusion. Cette étude montre que les troubles anxieux globalement vont augmenter le risque, avec ici un autre ratio qui est de 1,5, augmenter le risque de survenue de consommation de tabac et également augmenter le risque de survenue de la dépendance au tabac. Quand on s'intéresse un petit peu plus précisément aux différents troubles anxieux qui sont retrouvés dans cette étude, on retrouve que tous les troubles anxieux ne semblent pas impliqués dans cette relation, et on retrouve essentiellement la phobie sociale, la phobie spécifique et l'état de stress post-traumatique. Alors, un nombre plus limité d'études a tenté d'examiner la seconde hypothèse, et en particulier l'étude issue encore des données NCS de Breslau de 2004 a mis en évidence que, en essayant là encore de contrôler les facteurs de confusion, que la consommation de tabac actuelle était associée à une augmentation du risque des troubles anxieux, mais pas de tous les troubles anxieux. Il s'agissait essentiellement du trouble panique et de l'agoraphobie. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est de montrer que ce risque diminuait avec la durée d'arrêt de consommation de tabac. Une autre étude, qui est l'étude de Quishpers de 2000, qui était une étude qui portait sur une population adulte et qui avait mis en place un suivi sur 3 ans avec contrôle de facteurs de confusion également, et qui, là, mettait en évidence plutôt que la consommation de tabac est un facteur d'augmentation de risque pour le trouble anxiété généralisée. Donc on voit qu'on a quand même quelques données qui montrent que la consommation de tabac en tant que telle va augmenter le risque de certains troubles anxieux ou symptômes anxieux, mais pas tous, avec a priori certains troubles qui seraient un petit peu plus
identifiés comme le trouble panique, l'agoraphobie et le trouble anxiété généralisée. Alors, s'il existe une association entre ces différents facteurs, l'âge précoce de consommation de tabac semble également être associé à un début plus précoce des troubles anxieux. Donc, dans une étude hollandaise en particulier qui s'était intéressée à une population présentant des troubles psychiatriques et qui déterminait la durée d'apparition, l'intervalle d'apparition de la psychopathologie en fonction de l'âge de début des consommations de tabac, en sachant que deux groupes étaient constitués. Un groupe dit à consommation de tabac précoce, 10-15 ans, et un groupe à début de consommation de tabac plus tardif, au-delà de 15 ans. Et dans cette étude, le groupe à début de consommation de tabac précoce était associé à une survenue plus rapide de 5 années de la psychopathologie par rapport au groupe de fumeurs dits tardifs. Et cette relation après contrôle des facteurs de confusion était particulièrement vraie pour les troubles anxieux. Alors, au vu de ces différentes données qui semblent quand même indiquer que la consommation de tabac est un facteur au moins d'aggravation des symptômes anxieux, bien sûr, il est légitime de se poser la question, mais finalement, comment va évaluer l'anxiété après l'arrêt du tabac? Alors pour cela, il y a une étude très intéressante de 2007 qui s'est intéressée à suivre l'évolution des symptômes anxieux 6 mois après l'arrêt du tabac dans une population de sujets qui initiaient une demande de soins pour une dépendance au tabac et donc qui évaluait les niveaux d'anxiété en baseline et à 6 mois avec des mesures objectives visant à confirmer la situation d'abstinence vis-à-vis du tabac. Alors ce qu'on voit ici, c'est que les sujets abstinents présentaient une réduction significative des niveaux d'anxiété à 6 mois, alors que les sujets qui avaient rechuté présentaient des niveaux d'anxiété avec une tendance un petit peu à l'augmentation. Pour aller plus loin dans cette évaluation, dans cette étude, ils se sont intéressés à l'évolution des symptômes anxieux en s'intéressant à l'existence ou non de troubles psychiatriques actuels. Et quand on regarde cela, on se rend compte que les sujets qui présentent un trouble psychiatrique présentent également une amélioration des niveaux d'anxiété, voire ont tendance à présenter une plus forte amélioration des niveaux d'anxiété. Donc, cette relation était vraie et particulièrement vraie pour les personnes présentant des critères, des éléments en faveur d'un trouble psychiatrique actuel. Alors, ces éléments ont été confirmés par une méta-analyse récente qui portait sur un total, je crois, de 26 études et qui, de qualité méthodologique qui était importante et qui avait dans cette méta-analyse justement bien contrôlé et pris en compte un certain nombre de facteurs de confusion, pris en compte les différences de population clinique, les niveaux d'objectivation, de mesures objectives par rapport à l'abstinence au tabac. Et cette méta-analyse montre clairement que l'arrêt du tabac à 6 mois est associé à l'amélioration de tout un ensemble de variables cliniques, des symptômes, en tout cas des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, du stress, de la qualité de vie. Et cette relation et ces résultats sont vrais, quel que soit le type de population regardée, c'est-à-dire que c'est aussi vrai chez les populations qui présentent des troubles psychiatriques. Alors ce qui est important, c'est que la taille de l'effet est supérieure à l'effet de l'antidépresseur dans les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc on a quand même un effet significatif. Alors, au vu de ces différents éléments, il me semble important, ça nous amène à avoir une réflexion par rapport à la pratique clinique et une réflexion par rapport à un paradoxe qui est très important entre finalement cette évidence scientifique
et l'expérience du fumeur et également les croyances et les représentations des professionnels. On a en effet des données actuelles qui vont clairement dans le sens du fait que la dépendance au tabac, ou bien peut-être l'exposition au tabac et la consommation de tabac, est un facteur d'induction ou en tout cas d'aggravation des symptômes anxieux. Et de manière associée, l'arrêt de la consommation de tabac s'associe à long terme à une réduction significative des niveaux d'anxiété, que ce soit chez des sujets avec troubles psychiatriques ou sans troubles psychiatriques. Or, que nous racontent les patients par rapport à leur expérience ? Ce qui nous racontent les patients, c'est que, et ce qui est aussi décrit dans la littérature, c'est que la majorité des fumeurs rapportent consommer pour diminuer leur niveau d'anxiété. Donc pour un effet anxiolytique, pour une meilleure gestion du stress et pour mieux réguler les émotions. Donc l'expérience du fumeur est vraiment une expérience d'effet anxiolytique, de manière immédiate. Alors, cette expérience d'effet anxiolytique s'associe également de ce fait à une appréhension de l'anxiété qui va être induite par l'arrêt du tabac, et tous ces éléments sont des obstacles majeurs à la prise en charge, à la fois pour les patients, mais également par les professionnels, lorsqu'ils ont également cette interprétation un petit peu de la situation. Alors, comment expliquer finalement ce paradoxe ? Donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est la question d'un biais d'interprétation, d'une erreur cognitive, dans la mesure où le sujet perçoit lorsqu'il fume un soulagement immédiat, qui est finalement interprété comme un effet anxiolytique immédiat du tabac, mais on peut émettre l'hypothèse que finalement, au lieu d'être un effet anxiolytique, ce que va ressentir finalement le sujet, c'est une envie très forte de consommer, le craving, qui est la caractéristique de l'addiction, et que ce craving peut s'exprimer par une envie très forte, mais s'exprime également par tout un ensemble de manifestations émotionnelles qui sont de l'attention, de l'irritabilité et de l'anxiété, et que la consommation va de ce fait immédiatement calmer cette dimension de craving. Et on peut évidemment suggérer que la consommation va également apaiser des manifestations de sevrage qui peuvent également se manifester à travers de l'anxiété ou de l'irritabilité. Alors, finalement, comment gérer ce paradoxe au niveau de la pratique clinique ? Et que faire finalement de ces données ? Il me semble que c'est important, au vu de ces différentes études, important d'intégrer les effets anxiogènes du tabac dans l'approche à la fois motivationnelle et cognitive de l'addiction, en échangeant dans un premier temps avec le sujet, en donnant l'information sur les effets anxiogènes de la consommation de tabac et de permettre de travailler avec eux sur la question des bénéfices et des risques du maintien ou de l'arrêt de la consommation à court et à long terme. Ces approches motivationnelles doivent être poursuivies tout au long de la prise en charge, et je pense de ce fait que c'est important d'intégrer et de monitorer, d'évaluer tout au long de la prise en charge l'évolution des symptômes anxieux afin de pouvoir renforcer cette prise de conscience, permettre au sujet d'auto-observer l'évolution de ses symptômes et de suivre a priori une diminution des niveaux d'anxiété à distance de l'arrêt. Et ce que montrait aussi l'étude de McDermott, c'est une tendance à l'augmentation de ces niveaux d'anxiété et donc à une aggravation finalement psychiatrique globale dans les périodes de rechute, ce qui va participer à renforcer aussi la motivation par rapport à l'arrêt de la consommation. Un autre élément qui est de également intégrer les questions de la prise en charge du craving dans la prise en charge du patient dépendant au tabac et de l'accompagner vers un meilleur repérage de ces épisodes de craving et un meilleur repérage des manifestations anxieuses associées à ces épisodes, on l'a vu, marquées souvent par plus qu'une envie ou une préoccupation sur le produit, souvent des manifestations telles que de la tension et de l'anxiété. Et la prise en charge
efficaces, centrées sur des épisodes de craving, à la fois à l'aide d'approches pharmacologiques et psychothérapiques, vont permettre de traiter beaucoup plus efficacement l'addiction et de faire à ce moment-là disparaître tout un ensemble de symptômes psychiatriques et de symptômes anxieux qui sont finalement l'expression directe du phénomène addictif. Alors, autour de cette question, il me semble important de rappeler peut-être encore que dans ce cas de la réduction du craving, l'adaptation du traitement et des posologies de substituts nicotiniques va être un élément essentiel, c'est-à-dire que le fait d'adapter les substituts nicotiniques jusqu'à obtention d'une réduction suffisante de l'envie de consommer va permettre de globalement améliorer les niveaux d'anxiété du patient. Et c'est important de différencier ces phénomènes de la réduction simple des manifestations de sevrage qui nécessitent souvent des posologies de substituts nicotiniques plus faibles. Donc c'est important vraiment d'intégrer le craving comme une cible directe des traitements par substituts nicotiniques. Alors enfin, pour finir, dans le cadre d'une véritable comorbidité anxieuse avec des troubles anxieux associés, il est bien sûr très, très important de pouvoir développer des prises en charge totalement intégrées du trouble anxieux et de la dépendance au tabac, puisque l'on a vu, il existe bien des interactions synergiques entre ces différents troubles, c'est-à-dire que la persistance d'un trouble anxieux est un élément d'aggravation de la dépendance au tabac, mais le poursuite et le maintien de la dépendance au tabac est un facteur d'aggravation globale des troubles psychiatriques et en particulier donc les troubles anxieux. Et enfin, rappeler encore une dernière fois que la prise en charge de l'addiction et le traitement du craving vont avoir par eux-mêmes un effet positif sur l'expression clinique du trouble comorbide. Voilà, je vous remercie. Merci Mélina. S'il y a quelques questions, on va appeler notre... Alors voilà, elle arrive. Et là voilà. Sois devant. Oui. Bonjour, Romain Issik, psychiatre et addictologue dans un XAPA parisien. Merci beaucoup Mélina pour cette super présentation. Je voulais juste savoir si tu étais tenté, pour faire le lien entre les deux présentations, d'aller jusqu'à expliquer les résultats prospectifs de la NESARC avec la majoration de l'anxiété chez les rechuteurs du tabac. Est-ce que tu irais jusque-là ou... Non, mais au moins dans une hypothèse, quoi. Finalement, ce que montrent aussi ces données, c'est que la consommation de tabac élève les niveaux d'anxiété, que l'on ait ou pas des troubles psychiatriques. Donc finalement, on peut ne pas répondre aux critères de troubles psychiatriques, mais avoir des niveaux d'anxiété plus élevés qui peuvent du coup... Là, pour revenir au mécanisme, pour l'anxiété, on peut assez bien expliquer que le tabac est anxiogène. Parce que si on reste juste dans la nicotine, et il ne faut pas rester dans la nicotine seule, la nicotine pharmacologiquement, c'est un produit stimulant sympathique qui va libérer la noradrénaline. La noradrénaline est anxiogène, donc ça donne la sensation d'anxiété. Bon, on peut aller plus loin aussi. Et si on rajoute que le catabolisme de la noradrénaline est inhibé par l'inhibition des MAO, ça va encore augmenter la concentration synaptique de noradrénaline, par exemple, qui est carrément anxiogène. Donc là, ça colle assez bien avec un mécanisme d'action hypothétique et puis il y a des études à très long terme sur l'anxiété qui montrent que les gens deviennent plus heureux, plus joyeux, bien entendu moins anxieux, moins stressés s'ils restent abstinents. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont réussi, c'est probablement un effet réel de retirer, supprimer une substance anxiogène. Parce qu'effectivement, c'est pour les nouveaux consommateurs, l'ego, c'est stimulant. D'où la partie psychostimulante. C'est-à-dire, ça passe par les mécanismes essentiellement adrénergiques, centraux. Mais indépendamment de ça, c'est l'hypothèse même du passage de l'homéostasie à l'allostasie,
dès qu'on développe effectivement ces mécanismes d'adaptation en réponse à une exposition répétée au produit, dès qu'on est dans le nouvel équilibre allostatique, c'est un équilibre anxiogène. Et ça, c'est vrai, quels que soient les produits, finalement, lorsqu'on consomme un produit, on devient plus anxieux. Et finalement, après, on court après cette anxiété, puisque finalement, on va consommer pour réduire cette anxiété qui rend encore plus anxieux. Et c'est pour ça, finalement, que ce qui a été décrit est très intéressant, parce que ça montre bien, finalement, que la consommation du produit, même, finalement, du tabac, qui paraît beaucoup moins violent, entre guillemets, que d'autres produits, abaisse bien, donc, du moins, élève les niveaux d'anxiété de patients. Et du coup, ça rejoint l'hypothèse qu'on avait évoquée tout à l'heure. Finalement, si on est un peu limite, entre guillemets, le fait de fumer va peut-être faire basculer à un moment donné à un côté un peu plus important et du coup faire des passages à l'acte. Oui, oui, tout à fait. Ah ben, c'était pas une Autre, question, je crois. Autre intervention? Et, Oui, non, c'est juste parce que en même temps, ce sont des éléments qui, à mon avis, sont relativement quand même méconnus finalement des professionnels et qui représentent, avec plutôt de manière répandue, l'idée que ça va, non, on ne va pas faire proposer un arrêt de tabac parce que ça va vraiment aggraver les symptômes psychiatriques, alors que finalement, on a des données qui montrent l'inverse et c'est très très important, je pense, diffuser ce genre d'informations pour vraiment mobiliser tous les professionnels à vraiment accompagner les patients par rapport à donner ces informations et accompagner par rapport à l'arrêt du tabac. Oui. C'est une des hypothèses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement des similitudes avec les troubles anxieux, où on retrouve finalement donc des découplages des systèmes monoaminergiques qui favorisent, on va dire, une certaine instabilité émotionnelle. Et finalement, si l'hypothèse proposée par Jean-Paul Tassin est vraie et que les drogues découplantes entraînent bien ce découplage entre les différents systèmes monoaminergiques, ça pourrait être un élément d'explication supplémentaire. Ouais.